Chapitre 9. Madame Macmiche se venge. Au lieu d'aller faire la lecture à sa cousine, Charles se trouvait libre. Il profita de son loisir pour aider Betty à ôter le couvert, à laver la vaisselle, à récurer les casseroles. Betty voulut en vain l'en empêcher. Charles, laisse, Betty, je ne trouve pas souvent l'occasion de te rendre de petits services. Ne m'enlève pas cette satisfaction. Je t'aime et je ne peux jamais te le prouver. Betty, je t'aime bien aussi, mon pauvre Charles, quoique tu sois un peu diable quelquefois. Charles, oh, mais pas avec toi, Betty. Betty, avec moi jamais. Et que vas-tu faire quand nous aurons fini? Moi, j'ai mon linge à raccommoder. Charles, et moi j'irai chez Juliette, j'aiderai là-bas à leur ménage. J'y trouve toujours à faire. Charles continua son travail qu'il ne laissa pas inachevé. Quand tout fut nettoyé, rangé, mis en ordre, il embrassa Betty et courut chez Juliette. Elle pleurait. Charles lui saisit les mains et les baisa. Juliette, ma bonne Juliette, qu'as-tu? Pourquoi pleures-tu? Juliette, oh Charles, Charles, je viens de voir ma cousine Macmiche, j'ai bien du chagrin. Charles, la méchante, la misérable, que t'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait? Dis-moi vite, Juliette, que je tâche de te venger. Juliette, hélas, mon pauvre Charles, si j'ai du chagrin, c'est par rapport à toi. Ma cousine m'a dit qu'elle allait te mettre dès ce soir chez les frères Olnick. Ces deux messieurs nouvellement établis à une demi-lieue du bourg, dans le Ferris Hall, où ils prennent les enfants détestés de leurs parents ou bien les pauvres abandonnés. Ces deux frères ont une espèce de pension particulière où les enfants sont, dit-on, si terriblement traités. Charles, comment? On m'enfermera là, dans ces vieilles ruines du vieux château, où il revient, dit-on, des esprits? On m'enfermera et je ne te verrai plus, toi, Juliette, qui est ma providence, toi qui fais près de moi l'office de mon ange gardien, toi qui as conservé en moi le peu de bon que j'avais. Juliette, oui, mon ami, oui. Elle te mettra là-bas et je ne t'entendrai plus, je ne pourrai plus te conseiller, te consoler, te faire du bien, te calmer, t'adoucir, te témoigner l'amitié que j'ai pour toi. Oh Charles, si tu es malheureux, je suis bien malheureuse aussi. Toi et Marianne, vous êtes les seuls que j'entende avec plaisir près de moi, avec lesquels je ne me gêne pas pour demander un service, pour dire ma pensée, que j'attends avec impatience et que je vois partir avec regret. Juliette pleura plus fort. Charles se jeta à son cou, l'embrassant, maugréant contre sa cousine, rassurant Juliette. Charles, ne t'afflige pas, Juliette, ne t'afflige pas. Je n'y resterai pas. Je te promets que je n'y resterai pas. Si la vieille mégère m'y fait entrer aujourd'hui, avant 15 jours, je serai près de toi. Je te soignerai comme avant, je te le promets. Juliette, c'est impossible, mon pauvre Charles. Une fois que tu seras là, il faudra bien que tu y restes. Charles, je m'en ferai chasser, tu verras. Juliette, comment feras-tu? Ne va pas commettre quelque mauvaise action. Charles, non, non, seulement des farces. Mais avant de me laisser coffrer, je vais jouer un tour à ma cousine, et un fameux, dont elle ne se relèvera pas. Charles, s'écria Juliette effrayée, je te le défends. Je t'en prie, ajouta-t-elle doucement et tristement. Charles, mais ma bonne Juliette, je ne veux ni la battre ni la tuer. Je veux seulement écrire à monsieur Blackday, qui fait ses affaires, pour le supplier de venir à mon secours, de me défendre contre ma cousine et de me débarrasser de sa tutelle afin que je puisse loger ailleurs que chez elle. Il n'y a pas de mal à cela, n'est-ce pas? Juliette. Non, mon ami, aucun, et tu feras bien d'écrire à ce monsieur. Charles. Puisque tu approuves, je vais écrire tout de suite. Juliette. Oui. Mets-toi à la table de ma sœur. Dans le tiroir à droite, tu trouveras ce qu'il faut pour écrire. Je ne te dérangerai pas, je tricoterai. Charles s'assit près de la table et se mit à l'ouvrage. Il écrivit longtemps. Quand il eut fini, il poussa un soupir de satisfaction. C'est fait. Veux-tu que je te lise ma lettre, Juliette? Juliette. Ah, certainement, je serais charmée de l'entendre. Charles lit. Monsieur, je ne vous connais pas du tout, et je crains que vous me connaissiez beaucoup et mal par ma cousine Macmiche. Je suis si malheureux chez elle que je ne peux plus y tenir.
Elle me bat tellement, malgré toutes mes inventions pour moins sentir les coups, que j'en ai sans cesse des meurtrissures sur le corps. Betty, la servante, et Marianne et Juliette Dakins, mes cousines, certifieront que je dis la vérité. Je voudrais être bon, et cela m'est impossible avec ma cousine Macmish. Voilà qu'elle veut m'enfermer dans le château de messieurs Olnick, où on ne reçoit que des scélérats. Et puis, elle me dit toujours que je suis un mendiant. Et je sais qu'elle a 50 000 francs qui sont à moi puisque c'est mon père qui les a placés chez elle. Vous n'avez qu'à en parler à monsieur le juge de paix. Il vous dira comment il le sait. Je vous en prie, mon bon monsieur, faites-moi changer de maison, placez-moi chez mes cousines Dankins, qui sont si bonnes pour moi, qui me donnent de si bons conseils et qui cherchent à me rendre sage. Chez elles, je pourrais le devenir. Chez ma cousine Macmish, jamais. Adieu, monsieur. Ayez pitié de moi qui suis votre reconnaissant serviteur. Charles Maclance. C'est bien, dit Juliette. Seulement, avant de demander à venir demeurer chez nous, tu aurais dû en parler à ma sœur. Je ne sais pas si elle voudra se charger de ton éducation. Charles. Et toi, Juliette, voudras-tu me laisser demeurer avec toi? Juliette. Oh, moi, tu sais bien que j'en serais enchantée. Je te ferai prier le bon Dieu avec moi. Tu me liras des bons livres. Tu me conduirais à la messe, puis chez les pauvres. Je serais bien heureuse, moi. Charles. Eh bien, Juliette, si tu le veux, tu le demanderas à Marianne, qui t'aime tant et qui ne te refusera pas. Tu le demanderas, n'est-ce pas? Juliette. Mais mon pauvre Charles, nous ne savons pas si ce monsieur t'écoutera, s'il fera ce que tu lui demandes. Attendons qu'il t'ait répondu. Charles. À propos, moi qui oublie de lui donner mon adresse chez toi. Charles ajouta au bas de sa lettre rue du Baume Tranquille, numéro 3, chez Mademoiselle Dakins. Ça fait que lorsque la réponse arrivera, Marianne l'ouvrira, te la lira et me la remettra quand je viendrai. Je vais aller porter ma lettre à la poste avec celle de ma cousine. Elles sont dans ma poche. Charles mit les lettres dans le post-office et, avant de rentrer chez Juliette, il passa à la maison pour raconter à Betty ce qu'il venait d'apprendre des méchantes intentions de Madame Macmish. Madame Macmish n'était pas rentrée. En sortant de chez Juliette, elle avait été chez Monsieur Olnick et lui avait proposé de prendre Charles en pension. « A-t-il père et mère » demanda Olnick d'un ton bourru. Madame Macmish. « Ni père, ni mère, ni oncle, ni tante. Je suis sa seule parente, et c'est pour cela que je l'ai pris chez moi. Et je dispose de lui sans que personne ait à s'en mêler. C'est un garçon insupportable, odieux, qui a tous les vices, ce qui n'est pas étonnant car je soupçonne qu'il est aidé, soutenu par les fées, ajouta-t-elle en parlant très bas et regardant autour d'elle avec crainte. Olnick. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas avoir affaire à ces dames. Il faudra augmenter sa pension d'après cela. Comment s'écria Madame Macmish avec effroi. Augmenter la pension? Mais je me trompe peut-être, ce n'est qu'une supposition, une idée. Olnick. Idée ou non, vous l'avez dit, ma bonne dame, ce sera 600 francs au lieu de 400. Madame Macmish voulut en vain prouver à Olnick qu'il avait tort d'ajouter foi à des paroles dites en l'air. Il tint bon et refusa de la débarrasser de Charles à moins de 600. Elle consentit enfin en soupirant et en formant le projet de ne rien payer du tout. Madame Macmish. Vous voulez donc bien, à ces conditions, monsieur Olnick, vous charger de mon vaurien? Il est difficile, je vous ai prévenu. On n'en vient pas à bout quand le roi de coup. Olnick. Soyez tranquille, madame, nous connaissons ça. Nous en viendrons à bout. J'en ai déjà une douzaine qui m'ont été confiés pour les réduire. Ils ne résistent plus, je vous en réponds. Nous vous rendrons le vôtre docile comme un agneau. Madame Macmish. Je ne vous le redemanderai pas. Gardez-le tant qu'il vivra. Je n'y tiens pas. Olnick.
Et nous convenons que j'en ferai ce que je voudrais, que personne ne viendra le visiter, que sa pension sera payée régulièrement tous les 3 mois et toujours d'avance, sans quoi je ne le garde pas un jour. Je n'aime pas, ajouta Olnick en se grattant l'oreille, qu'il soit soupçonné d'être en rapport avec, avec les dames. Mais puisqu'il paye 200 francs de plus, je le prends tout de même. Quand me l'enverrez-vous, Madame McNish? Demain matin, ce soir, si vous voulez. Olnick. Va pour ce soir, je l'attends. Madame McNish. Bon, c'est convenu pour ce soir. Madame McNish allait sortir. Olnick la retint et dit: Nous n'avons pas réglé le paiement de la pension. 3 mois d'avance, payé ce soir en amenant le garçon. Madame McNish. C'est bien, je vous enverrai ça. Olnick. Avec l'enfant? Madame McNish. Oui, oui, vous me l'avez déjà dit. Et Madame McNish, qui n'aimait pas qu'on lui parlât d'argent, s'éloigna précipitamment. Elle rentra chez elle au moment où Charles sortait pour retrouver Juliette, après avoir mis Betty au courant des projets de sa cousine et de sa résolution à lui, bien arrêtée, de les contrarier par tous les moyens possibles. Madame McNish. Restez là, monsieur. Betty, fais un paquet des effets de ce vaurien et mène-le tout de suite chez monsieur Olnick à Ferry's Hall. Betty, consternée, ne bougea pas. Madame McNish. Tu n'entends pas ce que je te dis? Betty. Madame n'aura pas le cœur à placer ce pauvre Charles chez monsieur Olnick. Madame sait que cette maison, c'est pique-les-galères. L'on y bat les enfants, que c'est une pitié. Madame McNish. Il ira chez monsieur Olnick. Betty. Mais si Charles quitte la maison, je n'y resterai certainement pas sans lui. Madame McNish. Tant mieux. Va-t'en de suite. Je voulais tout juste te dire de chercher une condition. Betty ne dit rien. Elle monta dans sa chambre, fit sa petite malle, alla faire le paquet de Charles, auquel elle ajouta quelques effets à elle, comme mouchoirs, bas, gilets tricotés, et descendit, tenant sa malle d'une main et de l'autre le petit paquet du pauvre Charles. Viens, mon ami, lui dit-elle, tu ne seras pas plus malheureux ni plus battu chez le méchant Olnick que tu ne l'as été ici. Il n'y a pas de regret à avoir en cette maison. Je ne te verrai plus, Betty, dit tristement Charles. Betty, qui sait, je vais tâcher de me placer chez monsieur Olnick. Il cherche toujours des servantes. Peut-être y a-t-il une place pour moi dès aujourd'hui? Charles, quel bonheur, Betty. Je ne serais pas tout à fait malheureux te sachant si près de moi. Avant de franchir le seuil de la porte, il se retourna vers madame McNish qui voyait échapper sa proie avec satisfaction et colère. D'une part, la joie du gain qu'elle ferait, ne payant pas la pension de Charles et n'ayant plus à l'entretenir. D'autre part, la rage de n'avoir plus personne à tourmenter et de les voir partir heureux de la quitter. Adieu, ma cousine, dit Charles. Quand je serai grand, je viendrai vous redemander mes 50 000 francs, intérêts et capital, comme vous disiez. Madame McNish prit un balai pour faire ses derniers adieux à Charles. Mais d'un bond, il avait déjà rejoint Betty quand le balai retomba et brisa un carreau de la porte. Ils se sauvèrent, laissant madame McNish crier et pleurer sur son carreau cassé. Elle ne voulut pas faire la dépense d'un carreau neuf et boucha l'ouverture avec une feuille de papier qu'elle fit tenir avec le reste de la colle de Charles.